Salut John et bon matin à toi. Il est un peu plus de 8 heures chez toi et 16 heures ici. Comment est-ce que tu vas? Bah, super bien, content de rentrer bientôt en Belgique pour qu'on puisse avoir les mêmes horaires, mais super content. Donc tu spoil directement ton move en Belgique. Ouais. Euh, on a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sujets qu'on peut aborder et on va aborder un sujet qui est complètement hors de la cage. C'est Ned Diaz. Ned Diaz qui nous a fait une petite bagarre en dehors de la cage. C'est pas du tout le premier athlète de MMA à faire parler de lui sur ses prouesses sportives, mais pas dans le cadre du MMA. Et donc on se posait la question de est-ce que les combattants sont capables de se tenir et de se contenir, même en dehors de la cage. Alors évidemment, on commence par l'histoire la plus récente avec Ned Diaz, qui, pour ceux qui n'ont pas vu, ce qui me semblerait bizarre parce que ça a vraiment fait un bad buzz, euh, il y a eu une petite altercation dans la rue où ça part un peu dans tous les sens, mais il y a plusieurs caméras qui montrent Ned Diaz partir sur une guillotine debout, Bien endormir le, exécuté. endormir le gars et à l'image de Jones contre Machida, le laisser tomber sans s'en occuper par derrière. Alors ici, j'émets quelques réserves, j'ai quand même nuancé parce que ça coupe juste au moment où il le laisse tomber. J'ai pas vu de vidéo de ce qui se passe réellement 5 secondes après cet épisode. J'ai du mal à dire s'il le laisse tomber ou s'il trébuche. Ouais, là, je t'avoue, je sais pas non plus. Mais je dirais Mais dans les... que Ouais. je laisse tomber parce que la forme, enfin, c'est un peu bizarre d'analyser des combats de rue. C'est vraiment très différent, mais je pense que il l'a et le gars ne sait pas, enfin, il va pas taper et dire bon, l'arbitre, vas-y, laisse-moi sortir. Donc, bon, franchement, Ned Diaz, on peut adorer le personnage, mais s'attaquer à quelqu'un qui n'est pas un combattant et le choke comme ça, c'est vraiment, c'est petit, quoi. Enfin, on va pas, on tolère pas ça. Enfin, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui supportent ça. Maintenant, faut aussi mettre un peu d'eau dans le vin. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. Est-ce que le gars a essayé d'agresser Ned Diaz? Est-ce que Ned Diaz s'est défendu? Enfin voilà. Et au final, euh, c'est quelque chose qui ne laisse pas de séquelles. Bon, je suis pas en train de faire la hiérarchie des douleurs, etc. Mais quand on te choque, 5 minutes après, t'es bien. Par contre, si on t'a mis des coups de poing pendant enfin, pendant plusieurs semaines, tu peux avoir des lésions. Donc, du coup, est-ce que c'était réfléchi ou pas? Il y en a qui le disent, enfin, que la soumission, en fait, c'était justement pour qu'il le laisse tranquille et que ça aille pas plus loin. Mais bon, est-ce que c'est le cas ou pas, quoi? Alors, je m'y connais pas en législation, d'ailleurs, j'arrive même pas à prononcer le mot, mais c'est clair que quand tu entends coups et blessures, ça part du principe qu'il y a eu des coups et des blessures. C'est vrai que j'avais déjà entendu quelqu'un qui travaille dans la sécurité dire que qu'ils avaient des cours pour euh, c'est pas manipuler le mot, mais contrôler quelqu'un sans le frapper pour éviter d'avoir des représailles en justice derrière. Donc si effectivement, si tu arrives à mettre une kimura à quelqu'un dans la rue sans lui casser le bras, Ça, juste pour le contenir, c'est dans ton intérêt. Donc à ce niveau-là, c'est clair que pour Ned Diaz, c'est si c'est réfléchi, c'est intelligent de partir sur la guillotine. Ce qui est moins intelligent, c'est de le laisser tomber. Parce que tu le laisses tomber sur sa tête, sur le macadam ou le béton, et il y a des séquelles qui sont potentiellement graves. Donc là, il tombe pas de très haut parce que il accompagne un peu le mouvement, il y a mais un petit peu plus, hein, je crois qu'il y a un dénivelé, donc ouais. ouais, il y a le trottoir et j'ai vu, Mais il est je t'ai pas recherché entendu. par la police. Je sais pas si tu sais, mais il est recherché par la police. Ouais, ce qui signifie que ouais, il y a eu enfin, le mec a porté plainte, il saigne à l'arrière de la tête. Et juste pour rebondir peut-être sur quelque chose que tu as dit, pour quand même essayer d'être le plus dans le détail, vraisemblablement, le mec en question est un combattant. Pas du tout du niveau de Ned Diaz, mais c'est quelqu'un qui a un combat en boxe anglaise. Alors c'est Ben, pas... je pense que ça peut le sauver, hein. C'est pas une blague. Ouais. En fait, lorsque tu es un combattant, si tu te bats contre quelqu'un qui ne l'est pas, tu es considéré comme arme blanche. Bon, alors je sais pas la législation aux États-Unis, mais en tout cas, si tu es un combattant professionnel qui se bat contre un civil, c'est grave, ou l'armée, ou n'importe. Par contre, si jamais c'est deux personnes qui sont dans le monde du combat, bah, tu peux pas dire que tu avais un avantage. Même, on va pas regarder ton classement et te dire, oh, il était meilleur que lui. C'est vous êtes des combattants normalement. Bon, maintenant, je crois que si jamais c'est enfin, qu'il essayait vraiment de se défendre et qu'il a fait une kimura juste pour pas devoir se battre, je trouve que c'est beaucoup mieux que ce qu'a fait Jorge Masvidal, quoi.
Ah oui, c'est clair qu'il y a une énorme différence entre venir frapper quelqu'un par derrière avec un coup de poing, Ouais. quelqu'un qui t'a pas cherché sur le moment. Alors tu peux dire tout ce que tu veux, il a insulté ma famille, etc., etc. Je pense que la loi ne va pas regarder les interviews d'avant combat pour essayer de justifier ce que tu as fait en dehors du fight. Ici, c'est clair que Ned Diaz, ben, on a déjà eu quelques nouvelles de son avocat Mhm. qui partirait sur légitime défense. Ok. Ça partirait du principe qu'il faut prouver que c'est l'autre qui a provoqué. Mhm. Et si je dis pas de bêtises, la légitime défense, il faut que l'autre attaque et que tu contre-attaques avec quelque chose du même niveau. Donc là, c'est entre guillemets le cas. Si on arrive à prouver que euh, voilà, le sosie de Logan Paul, parce que j'ai pas son nom à celui, mais il est connu pour ça. Apparemment, c'est un TikToker Ah, c'est pas voilà, ça. Je savais pas ça du tout. Ok, ah ouais, ok. apparemment c'est un TikToker qui a pas mal de followers, notamment parce que il fait des imitations de Logan Paul. Paul. Bah, là, Si ça t'arri- commence à être un peu spécial cette histoire parce que je me dis, est-ce qu'il a pas fait ça pour les vues? Est-ce que c'était pas, enfin, et donc du coup, bah, Ned Diaz, bon, faut pas trop rigoler avec un gars qui fait enfin, des combats depuis toute sa vie. Attends, tu me provoques pour faire des vues sur tes vidéos. Bon, on sait pas si c'est le cas, hein, mais il y a quand même pas mal de probabilités pour que une personne qui soit le sosie de Logan Paul sur TikTok veuille faire des vues, quoi. Ouais, et je vais rebondir là-dessus juste après. Donc, par rapport à la légitime défense, je pense que si on arrive à prouver que sosie de Logan Paul, j'aurais dû retenir son nom, l'a poussé ou a cherché à le frapper, peut-être que tu peux vraiment jouer là-dessus en disant, bah, j'ai défendu son attaque, je l'ai soumis, et on peut t'attaquer peut-être juste sur le fait que tu l'as laissé tomber inconscient et qu'il s'est blessé sur sa chute. Ça pourrait peut-être rendre la situation moins grave. Maintenant, je vais quand même rebondir euh, sur un point. J'avais entendu dans une interview de Chuck Liddell, il me semble. Je ne sais plus si c'est Chuck Liddell, Bas Rutten ou les deux. Donc là, je fais appel aux fans de MMA de plus longue date. Après, ce sont des noms qui sont quand même assez connus. Ils ont tous les deux dit que souvent, quand ils vont dans des bars, quand ils sortent, ils se font provoquer par des personnes lambda. C'est pas pour faire une généralité, mais ça ne me surprend pas de l'esprit américain. Je vois très bien une situation où un Américain se dit ouais, je veux me battre avec un gars de l'UFC. Tu en croises un dans un bar, tu vas un peu le provoquer, et après limite tu fais de ton malin auprès de tes potes, genre je me suis fait mettre KO par Chuck Liddell ou j'ai réussi à taper Chuck Liddell, et c'est là toute la difficulté d'un combattant MMA, je pense, c'est tu es peut-être plus provoqué que ce qu'on croit, parce qu'on dit toujours, ah, il faut être bête pour provoquer un combattant de MMA dans la rue, Mhm. mais j'ai l'impression que certaines personnes ont soif de ça et vont chercher à provoquer des combattants de MMA, et donc ça demande encore plus de travail sur soi-même de prendre la fuite ou dire au mec arrête ou juste le contrôler ou ce genre de choses. Beaucoup de combattants sont assez impulsifs, ont un ego qui prend de la place, ce qui explique aussi le succès de certains combattants. Mhm. Et c'est là où je me dis, ça peut, voilà, ça peut vite déraper. On a déjà vu des dérapages négatifs, comme Jorge Masvidal, très bon exemple. John On a Jones. déjà eu des dérapages positifs, des mecs qui arrêtent des cambrioleurs. Kevin Holland, je pense que c'est un exemple. Mhm. Anthony Smith, chez lui. Donc il y a des exemples un peu plus fun. La nana, Poliana Viana, Ouais. il y a des histoires assez drôles, assez positives. Donc pour l'histoire, Poliana Olivier, Viana, je sais plus ouais, elle avait tabassé un cambrioleur chez elle, ou c'était quelque chose comme ça. non, je crois Euh, que si je me rappelle bien, je crois qu'il y avait une agression dans la rue, sauf que je crois qu'elle l'a attrapé je sais plus si c'était en guillotine ou un truc comme ça, mais c'était assez fou de voir qu'ils ont appelé les flics jusqu'à ce qu'elle arrive et elle l'avait neutralisé, ce que tu disais, quoi. C'était pas vraiment. neutralisé, très bon mot. Ouais, et donc ici, bon, la question c'est, est-ce qu'il et c'est plutôt ça. Est-ce que c'est un problème parce que ce sont des combattants qui n'arrivent pas à se contenir, ou c'est juste humain et un certain pourcentage de la population aurait réagi de la même manière? C'est juste que des gars comme Diaz ou comme Masvidal, bah, étant donné que techniquement ils sont au point, ça fait beaucoup plus de dégâts et donc ça vient beaucoup plus vite dans les news aussi. Bah, moi, je crois que c'est un mix un peu des deux. Mhm. Euh, Par exemple, je me rappelle qu'il y avait une étude qui avait été faite. C'est assez. Je crois qu'il y a moyen de faire des parallèles. Il y avait une étude qui avait été faite sur la quantité de personnes en prison qui avaient un changement de chromosome. Donc en fait, tu peux avoir ton chromosome qui est XY quand tu es un homme, XX quand tu es une femme,
Et parfois, tu as des anomalies qui font X, Y, Y. C'est des choses qui arrivent. Et en fait, quand tu as ça, le pourcentage de violence est plus élevé. Et donc, le Ah, pourcentage de la population, pour dire, je ne sais pas quel est le pourcentage, j'inventerai un chiffre, mais admettons que ce soit 0,1%, mais en prison, il est beaucoup plus élevé parce que tu as ce facteur en toi. Donc, moi, je pense que on peut le voir avec tous ceux dont on a parlé, Masvidal, Diaz, etc., sont des gens qui se battaient déjà, qui étaient de la rue. C'est pas faire semblant, c'était déjà des gars qui, avant de gagner de l'argent pour se battre, se battaient déjà. Et donc, mhm. quand tu as déjà ce facteur en toi, que quelqu'un d'autre vienne t'agresser, un TikToker vienne enfin, on ne sait pas si c'est vrai encore, là c'est hypothétique, hein. Mais admettons que ce soit le cas, imagine qu'ils veulent faire des vues pour se rendre intéressant et qu'ils viennent t'embêter en étant bourré. Toi aussi, peut-être que tu as bu un verre. Bah, c'est très, très difficile de te contrôler. Donc, euh, je défends pas du tout ce qu'il a fait. Au contraire, je trouve pas ça bien. Mais juste je peux comprendre aussi que c'est ce que disait Chuck Liddell et Baz Rutten pour la petite histoire. Je crois que la sueur, on avait parlé. Il y a une histoire où c'est 5 ou 6 gardes, je crois que dans un club qui veulent se battre contre lui. Juste pour dire, voilà, on s'est battu contre lui. Donc, ils ont fait c'est Rust qui avait fait une histoire avec les histoires du père Rusty. Les Ouais, anecdotes ça. du conte. Ouais. Pardon, je déforme un peu le nom. Les anecdotes du père Rusty. Donc, du coup, il racontait justement que Bas Rutten, qui est vraiment très connu aux Pays-Bas, lorsqu'il était sorti, ben, souvent on essayait de le provoquer. Et il y a un moment où on l'a provoqué, et c'était très très loin, où ils sont venus il a dû se battre contre 5 ou 6 personnes, quoi. Mais il explique que là, c'est plus du tout des règles de MMA parce que il n'y a pas de je tape, il n'y a pas de partie où tu peux pas taper. Tu vois, on peut te mettre des coups de tête, on peut te mettre des coups dans les parties. Enfin, on peut faire ce que et Tout est prendre des permis autres. là, ouais. Et si je me rappelle bien, là aussi, ça fait longtemps que j'ai pas vu la vidéo, mais si je me rappelle bien, je pense qu'il y en avait qui avaient des objets pour se battre, quoi. Donc c'est compliqué, c'est pas facile. Et aussi, l'histoire, imagine de dire combien de personnes c'est pas arrivé. Il y avait eu aussi un autre gars, un combattant qui s'était fait mettre knockout. C'était pas BG Pen. BJ Penn, voilà. Là, le but justement, c'est de dire ah bah voilà, j'ai réussi à mettre un. Enfin, t'imagines de pouvoir dire ouais, moi je m'en fous, j'arriverai qu'est-ce que c'est l'MMA, moi je lui mets un coup de poing et il dort. Et c'est peut-être le cas. C'est justement, enfin, tout le monde sur un mauvais coup peut tomber, peut mal tomber, peut avoir un problème. Et donc du coup, de pouvoir dire bah t'as vu, j'ai battu un combattant d'MMA, enfin, ça doit arriver souvent, surtout si t'es en état d'ébriété. Ouais, je pense aussi qu'ils sont. On aurait tendance à dire que les combattants de MMA, bah, on les cherche pas parce qu'on les connaît et on devrait prendre peur, mais je pense vraiment qu'il y a plus de provocation quand tu es connu pour être un combattant de MMA que ce qu'on peut croire. Et donc il faut savoir gérer ça. Et tu m'apprends quelque chose qui ne me surprend absolument pas par rapport au chromosome, que certains ont un peu plus cette génétique de la violence. J'avais Mhm. lu un article par rapport à la peur. C'est aussi certains gènes certains ont des limites, d'autres n'ont pas de limites, C'est ce ça. qui justifie que voilà, certaines personnes vont escalader des grues, se laisser suspendre d'une grue. Moi, quand je vois ça, je me dis mais Ouais, comment tu fais pour que ta vie t'amène à faire des trucs aussi dingues? Et en fait, parce qu'ils n'ont pas cette sensation de peur, et je trouve ça complètement dingue. Et donc, ça ne me surprend pas d'entendre qu'il y a pareil sur le chromosome, on va appeler ça le chromosome de la violence. ouais. Ce serait un chouette nom Et d'épisode. c'est pas juste d'un point de vue même psychologique. Pour ceux qui connaissent la référence, Jordan Peterson parle de ça. Donc, il y a un test psychologique qui s'appelle Ocean. Donc, c'est openness, conscientiousness, blablabla. Un 2. Il y en a un 2, c'est agreeability, c'est le A. Agreeability, c'est à quel point tu es agréable. Et en fait, il explique que dans la courbe de distribution, là, je rentre dans un truc un peu technique, mais c'est super Vas-y. intéressant. En fait, certaines personnes, on voit qu'il y a une différence entre hommes et femmes. Et justement, il explique que ça plaise ou non. On voit qu'au centre, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent. Un peu plus d'hommes sont plus désagréables que les femmes désagréables, c'est-à-dire vont pas se laisser marcher dessus, vont y aller. Et en fait, le vrai souci, entre guillemets, sont aux extrêmes. Pour les femmes, c'est pas vraiment un souci. Les personnes qui sont extrêmement agréables sont souvent des femmes et elles travaillent souvent dans des trucs sociaux qui aident beaucoup les gens, même à la maternité, etc. Tout le contact humain est beaucoup plus fort dans cette partie-là. Et à l'inverse, la partie extrêmement désagréable, c'est les hommes.
Donc, la courbe est assez pareille, enfin, est pareille au centre, mais aux extrémités, c'est vraiment différent. Et c'était super intéressant. Il expliquait que quand tu prends toutes les personnes qui ont, enfin, toutes les choses les pires de l'histoire, ça a presque toujours été des hommes. Mhm. Et donc, il y a un facteur qui est un facteur psychologique que tu as dès la base qui te permet de, enfin, qui était là depuis très longtemps, qui est nécessaire en fait. Il explique que c'est nécessaire d'avoir un petit peu de partie d'agressivité parce que si deux personnes sont gentilles tout le temps, bah, si le plombier vient chez toi et dit c'est 100 euros pour un truc à 50, aucun des deux va se dire attends, tu te fous de moi. Donc, tu as besoin d'avoir une partie qui défend tes intérêts et l'autre partie qui calme un peu. Mais parfois, il y en a Hmm. qui défendent un peu trop ses intérêts et donc ça va un peu plus loin. Ah, j'aime beaucoup. En plus, j'aime bien la façon dont tu l'exprimes, tu vois. Tu as remplacé le mot une partie plus agressive par une partie qui défend plus tes intérêts. En Et- fait, ça dépend à quel moment. Si tu es vraiment à l'extrême extrême, là, c'est de agression pure. Mais si bien jamais sûr. tu vas plus vers, enfin, tu n'es plus au centre-centre, mais tu vas plus vers le désagréable, mais on voit que ça sert. Donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes à des hauts postes dans la société qui sont extrêmement désagréables. Ben, c'est parce qu'ils ont pensé à leurs propres intérêts et essayer de monter plus. Et en fait, ça favorise, le système favorise ce genre de comportement à certains moments et ça dépend si c'est le long terme ou pas. Et si t'es toujours désagréable, ça fonctionne pas non plus. Donc, C'est clair, il faut trouver un juste milieu et je pense que les personnes auxquelles tu fais référence qui sont beaucoup plus souvent désagréables, c'est parce que dans leur job, et généralement les personnes qui réussissent beaucoup, bah, leur job c'est pas 40 heures semaine. Et d'ailleurs, enfin, on a une audience française, c'est pas 35 heures semaine, c'est désolé, c'est 60, 70, 80 heures semaine. Et donc en fait, leur personnalité est construite sur leur attitude au boulot. mhm. Pour qu'ils réussissent, ils doivent être beaucoup plus souvent désagréables, beaucoup plus négociations dures et ce genre de choses. Et donc, pour le peu de temps que tu les vois au personnel, bah, ça déteint. Et donc, il n'y a pas une étude comme ça qui dit que quand tu commences à dériver vers un extrême, automatiquement, bah, tu pars de plus en plus dans l'extrême. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup plus de guerres sur Twitter et en online parce que les gens font beaucoup moins preuve de nuances. Il y a beaucoup moins de gens qui agree to disagree. Il y a beaucoup, ouais, c'est dans le documentaire qui était assez sympa, Social Dilemma, qui disait ça. Que à l'époque, il y a 20 ans, tu demandais à un républicain ce qu'il pensait des démocrates et il disait bah moi je suis républicain mais je peux comprendre le point de vue d'un démocrate alors qu'aujourd'hui tu demandes ça aux États-Unis bah le démocrate il va te dire ouais non le républicain c'est un imbécile et le républicain va te dire le démocrate c'est un idiot il y a plus ce juste milieu on part tous un peu dans les extrêmes C'est et ça. euh, et donc je pense que ouais à terme quand tu es un combattant et que tu te fais tout le temps provoquer bah à un moment tu dois marquer tes intérêts et ça peut amener à des confrontations non souhaitées et non souhaitables pour les fans de MMA. Mais on le voit aussi avec d'autres personnalités, hein. Je me rappelle Casey Neistat, Squeezie, etc. Enfin, pour ceux qui ont les références, ce sont des youtubeurs qui sont connus. Ils expliquaient qu'il y avait des gens vraiment qui dépassaient les limites, euh, qui venaient sonner chez eux, qui voulaient avoir la vidéo, le clic, etc. Et donc j'imagine que pour les combattants, ça doit être pareil. Je suis Ouais. sûr que certains qui doivent se dire, bah tiens, voilà. Et je répète, je crois que c'est en Louisiane ou c'était où, je sais plus exactement où c'était, mais ça se voyait que c'était une soirée. C'était pas une rue normale où tu étais en train de te promener. À mon avis, il y avait eu de l'alcool et donc Ouais. c'est comme ça. Eh ben, on va synthétiser tout ça. On ne soutient pas ce qu'a fait Ned Diaz, mais on est capable de se mettre à sa place à sa place même mentalement aussi et concevoir pourquoi ça a dérivé. On va pas commencer à élaborer tous les exemples. McGregor qui tape un vieux dans un bar. On va pas commencer à prendre tous les Ouais, exemples en disant je comprends pas. Ça pourrait être un chouette jeu cependant de faire un listing comme ça de tous les événements et de se positionner. Mais ici, je pense on a plus ou moins répondu à la question. Et un truc encore, ouais, je trouve ça un peu triste pour notre sport parce que mm, justement, c'est ce que, c'est très tellement compliqué parce que quand tu es fan d'MMA et que tu veux en parler à d'autres personnes et que tu entends que John Jones a fait ça et que Dana White a fait ça, etc. En fait, euh, ça perd l'aspect euh, un peu comme la boxe noblard, tu vois, qu'on te dit, mhm. ouais, c'est bien, tu peux être un monstre dans une cage ou dans un ring et en dehors, tu peux être très gentil. Et en fait, le problème, c'est qu'à partir du moment où ça déborde,
parfois pour des raisons un peu plus valables et parfois des trucs qu'on tolère pas du tout, bah, c'est un peu compliqué de pouvoir défendre ce sport. C'est pour ça que nous, on ne cautionne pas du tout. Et la grande majorité de ceux qui font du MMA ne font pas du tout ça. Mais le problème, c'est que quand ils le font, ça fait énormément de bruit. Ouais. Ouais, c'est pour la boxe, c'est le noble art. Moi, j'aime toujours ramener les valeurs martiales du MMA parce que c'est dans les trois lettres de l'acronyme. Et c'est clair que les médias n'aident pas forcément. Quand tu as quelqu'un du MMA qui fait une bagarre dans la rue, ça Mhm. fait directement beaucoup plus de bruit que si c'est monsieur, madame, tout le monde. Et il y a beaucoup de médias qui sont encore très négatifs et qui essayent de casser le MMA, donc qui rédigent l'article de sorte à faire passer le concerné pour quelqu'un de très mauvais pour la société. Et ça, c'est extrêmement dommage. Et donc, c'est bien que nous, on puisse faire un épisode avec une vue ouverte là-dessus. Mais je te propose de garder le fil conducteur Ned Diaz, qui est Jorge Masvidal dont on a parlé, qui Ouais. s'était bagarré l'un contre l'autre pour le titre de BMF, Baddest Motherfucker, Mhm. qui n'a jamais été remis en jeu. Ouais. Et là, on nous a annoncé un combat qui, selon moi, mériterait, et selon Brian aussi, je vais pas prendre le crédit, Brian avait tweeté là-dessus et je m'étais dit, tiens, ça pourrait être intéressant d'en discuter. Belal Mohamed a accepté de combattre contre Gilbert Burns. Je ne sais pas si je dois le formuler comme ça ou si je dois dire Gilbert Burns a accepté de combattre Belal Mohamed, mais je trouve que, alors je sais que d'un point de vue marketing, ça n'a rien à voir avec Diaz contre Masvidal. D'un point de vue sportif, si on devait remettre cette ceinture en jeu, ce combat-là aurait du sens. Qu'est-ce que toi tu en penses? Je suis pas d'accord. Ah, ça va être chouette. Ouais, je suis pas d'accord parce que le B, c'est pour best ou baddest. Je crois que Bad. c'est best. Voilà, déjà, rien que le mot le dit, c'est baddest. Et en fait, Ned Diaz et Jorge Masvidal ont ça. Alors que Burns et Belal ne sont pas du tout bad. Mais vraiment, genre, c'est pas des gars que... Et en plus, pas des motherfuckers non plus. Tu vois. Ça dépend de comment on définit le terme. Alors j'aurais dû aller davantage me renseigner sur la signification de cette ceinture, Mhm. mais il me semble que ce qu'ils avaient voulu mettre en avant, c'était surtout le côté anybody, anytime, anywhere. Et par rapport à ça, je trouve que Belal et Burns rentrent complètement dans cette définition. Ouais. C'est, en fait, euh, oui et non, parce que, enfin voilà, il y a plein de choses à dire par rapport à ça. Si c'est Baddest Motherfucker et c'est vraiment le nom, alors je suis pas d'accord parce que comme j'ai dit, Gilbert Burns et Belal sont des gens qui Belal parle pas assez, justement, il est très calme. Il essaye de le faire, mais ça sent que c'est forcé. Je crois que c'est Ali qui est derrière, ou je sais pas qui est poussé, mais ça sent que c'est pas. Enfin, quand tu le vois chez Joe Rogan, c'est un mec qui est cool en fait. Il est Mhm. vraiment, en fait, c'est triste parce que c'est pas le combattant. Et c'est un autre point aussi, c'est que quand tu vois Jorge et Nate Diaz, c'est des gars qui font des vraies guerres et que c'est vraiment très chouette à regarder, même si c'est pas même tu peux regarder lequel de ces combats, tu vas quand même te dire ouais, il va y avoir un truc qui va être entertaining, tu vois. Mhm. Et c'est pas le cas pour Belal. C'est pas méchant, il est très très bon, il est technique, il est tout ce que tu veux, il prend tout le monde. Mais c'est pas que je me dis oh Belal va se battre, trop chouette quoi. C'est pas, c'est chouette d'un point de vue technique, je Ouais. répète, mais c'est pas ce pourquoi ils ont créé la ceinture de dire on va mettre les deux gars, on sait que ça va être une guerre. Au final, c'était pas vraiment le combat espéré, mais je comprends pourquoi est-ce qu'ils ont créé ça, c'est de dire Jorge venait juste de mettre Askren sur enfin, faire un des KO qu'on a vu le plus, je crois que de toute l'histoire. Et, euh, et puis Ned Diaz prenait tout le monde et je crois qu'il venait de gagner. Je sais pas si c'était, il avait déjà pris McGregor ou pas à ce moment-là, mais c'était Ouais. vraiment ouais, bah, tu t'avais battu McGregor, quoi. Enfin, c'était pas n'importe quoi. Et donc du coup, est-ce que Belal a fait quelque chose d'équivalent? Est-ce qu'il y a vraiment un highlight que tu te dis, waouh, je, Non. je, je sais pas. Non, Bella n'a pas un highlight de ouf. Je crois que l'histoire qui collerait le plus à Baddest Motherfucker pour Belal, c'est le fait qu'il l'ait combattu l'année passée pendant le Ramadan, si je dis pas de Mhm, bêtises. c'est Et ça, possible. c'est quand même pas Mais je mal. crois que Hamzat l'avait fait aussi. Ouais. Et par contre, je verrais beaucoup plus un Hamzat. Bon, le problème, c'est avec son truc de poids et tout ça, ça part aux oubliettes. Mhm. Mais Hamzat, pour moi, rentrerait plus dans cette catégorie qu'un Belal. Ouais, Même, c'est la catégorie bad boy.
Ouais, c'est ça. Et en plus, un autre truc, admettons que c'est Anytime, Anywhere. J'allais dire All at Once, mais ça, c'est le film. Euh, Ça n'a rien à voir. Mais si c'est le cas, euh, bah alors, il y a quand même pas mal de combattants qui sont comme ça. Mm. Surtout en bantam, il y en a beaucoup aussi qui se disent moi je prends tout le monde. Et donc du coup, je trouve pas qu'on devrait faire une ceinture pour ça. Je trouve qu'on devrait leur donner certaines choses en plus, comme par exemple euh, plus facilement un accès au titre ou quelque chose comme ça. Mais je crois pas qu'on devrait dire ah bah tiens parce qu'il prend tout le monde, on va lui donner une ceinture. Euh, Mhm. Contre, si tu es prêt à faire le show et tu t'en fous, bah, par exemple, Nedia, c'est tellement le show qu'on se rappelle de ce qu'il a fait avec Leon Edwards. Il aurait pu finir Leon Edwards, moi je suis persuadé. Et en fait, il se fout de lui et il monte le doigt. Enfin, il sort du sportif. Il s'en fout du sportif. Donc, si tu sors du sportif, ok, ça va bien. On te crée une ceinture juste pour dire, vas-y, tu as gagné ce truc-là. Donc, pour moi, ça justifie dans ce sens-là. Belal, pour moi, ce qu'il doit avoir, c'est la vraie ceinture. Mhm. Tu es vraiment très fort au sportif, tu prends tout le monde, tu mérites de, si tu bats Burns, bah, d'avoir un title, enfin, moi, j'aurais même dit peut-être avant, mais d'avoir un title shot. Donc, pour moi, je suis pas d'accord pour mettre cette ceinture-là, là-dedans. Voilà. Ouais, bah, en fait, c'est quoi, ce que j'ai dit pour introduire le sujet, ça répondait en fait tout seul à la question parce que j'ai dit, euh, j'ai exprimé un paradoxe. Je sais pas si c'est ça le bon terme, mais j'ai dit sportivement ça a du sens. Mais en fait, la C'est ceinture BMF n'est pas une ceinture sportive. ça. Donc, ça avait du sens sur le Anybody, Anytime, Anywhere. Mais comme tu l'as dit, c'est pas les deux seuls combattants qui acceptent ce genre de proposition. Et cette ceinture BMF a été créée sur quelque chose de plus gros que le côté sportif, de cette mentalité. Je prends tout C'est le monde, chaud. n'importe qui. C'est pour le show. D'ailleurs, le nom le dit, c'est vraiment, ça veut rien dire, j'ai gagné cette ceinture. Enfin, entre guillemets, oui, parce que c'est toi qui as fait le plus de shows et on te remercie et c'est génial. Mais euh, voilà, en plus, techniquement, c'est Jorge qui a la ceinture. Donc, normalement, Burns l'a gagné si on veut vraiment rentrer là-dedans. Tu vois. Ouais, enfin, Ousmane l'a gagné préalablement, donc ce Ousmane l'a serait. gagné. Et donc ce serait Leon Edwards qui l'aurait. Et donc on devrait faire Leon Edwards contre Rey Masvidal, C'est ça. le 2, parce qu'ils se sont déjà battus en backstage. Et donc ça aurait dû. Enfin, tout est lié. Et donc, du coup, la ceinture sportive existe déjà. La ceinture entertainment, c'est celle-là. Et pour moi, Burns, on peut le dire, oui, mais c'est pas. C'est génial. J'adore Burns, ses combats. Et le fait qu'il ait pris Khamzat, je suis devenu fan. Après, enfin, déjà avant le combat, juste avant le combat, Mhm. je me dis, waouh, il l'a pris, incroyable. La manière dont il s'est battu, le fait qu'il prenne tout le monde en ce moment, je suis vraiment fan. J'adore Burns. Mais pour moi, il n'y a pas encore cet élément, ce truc qui est tellement différent que tout le monde dise waouh, c'est hallucinant ce qui vient de passer. Ouais. Donc voilà. Ah bah écoute, ouais, encore une fois, tu me fais changer d'avis. Bien joué. Et mais ça reste un sujet intéressant parce que je comprends le côté unique de ce titre BMF, mais j'avais vraiment apprécié le concept et je trouverais, en un sens, je trouverais ça dommage qu'on remette pas la ceinture un jour en jeu parce que ça apporte un mini plus. Je comprends qu'on veuille pas le faire trop souvent parce que sinon ça perd de sa valeur. Et je comprends aussi qu'on veut ne plus jamais le faire parce que c'était juste entre Diaz et Masvidal. Mais je sais pas, je trouverais ça intéressant qu'un jour on rediscute de pouvoir mettre cette ceinture en jeu quand quand ça fait Intéressant de du voir sens. qui est-ce qu'on mettrait dedans, tu vois. Ben là Vraiment, pour le moment, ce serait un sujet intéressant, mais on devrait le préparer parce que je pense que sinon le podcast va être bizarre en mode on serait tous les deux comme ça en train de se regarder. mais moi, Hmm. franchement, j'ai un nom qui me vient en tête. D'un point de vue sportif, je trouve pas que c'est le top, mais d'un point de vue badass, bah, pour moi, je le dis, c'est Khamzat. Mhm. Enfin, je sais pas contre qui, mais ce gars, vraiment, il y a cet aspect, je te parle pendant que, enfin, ce qu'il fait à Li Jingliang, le fait que ils disent qu'il sait pas boxer, ils te mettent un KO comme ça et que l'autre tombe en 30 secondes. Enfin, ouais, pour moi, c'est vraiment, il y a cet aspect, waouh, c'est quoi ce truc, d'où ça vient mais j'ai un gros problème sur le fait que sportivement, il n'arrive pas à faire le poids, quoi. Donc, enfin, bon, maintenant, il va Mhm. remonter, mais j'ai un gros problème avec ça, quoi. Bah alors j'ai un combat qui fait énormément de sens. Ok, vas-y. Khamzat contre John Jones. Ah ouais, ouais, ok. Il faut pas faire le poids, c'est en poids lourd. Tiens. Voilà, là, ok.
pour moi, John Jones, il a eu ces moments-là, il revient de cette manière-là. Enfin, ouais, ok. Là, d'accord, je dirais, il y a ce truc-là, mais John Jones a déjà toutes les ceintures. On va pas lui en redonner une autre en plus, tu vois. C'est clair. C'est Eh pas ça. ben, on va garder le sujet. Peut-être qu'à un moment, il y aurait une annonce de combat et on se dira, tiens, lui, c'est vrai qu'il pourrait rentrer dans la définition, tu vois. C'est dommage il soit pas plus connu ou quoi, mais Kevin Holland pourrait aussi rentrer un peu dans ce moule. Une fois, c'est difficile, une fois que tu t'es fait prendre comme tu t'es fait prendre. Enfin, Ouais, mais c'est ça. c'est C'est difficile. ça. Une image après, c'est tellement un exemple si c'était parfait à ce moment-là. Le Ned Diaz contre Jorge à ce moment-là, ils étaient dans leur pic, leur prime, ils avaient eu tous les deux ça, et c'est pour ça qu'ils l'ont créé. Et, et, et là maintenant, le problème, c'est que Kevin Holland, moi j'ai toujours cette image de comment est-ce que Hamzat lui rentre dedans comme un enfant, quoi. Il le prend un peu, alors qu'il est long, Kevin Holland, c'est pas Ouais, n'importe quoi, tu vois. ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, bah écoute, Voilà. merci. Eh ben, On clôture là-dessus et on se retrouve pour un deuxième épisode cette semaine qu'on va enregistrer tout de suite. Mais pour ceux qui nous regardent, à plus tard. à plus tard.